Pédophilie, le ministre de l'Éducation nationale demande à tous les responsables d'établissements de signaler le moindre soupçon à l'encontre d'un enseignant. Les 4 jeunes arrêtés à la suite du viol d'une femme policier dans le RER en octobre dernier ont été mis hors de cause. Sécheresse, la pluie qui tombe depuis 15 jours maintenant a permis de faire repartir les cultures, mais pas de réalimenter les nappes souterraines. Élection législative, Jacques Chirac demande à ses ministres de ne pas polémiquer. Invité de ce journal, Jack Lang. Festival de Cannes, Kim Basinger est sur la croisette ce soir. Madame, Monsieur, bonsoir. L'accumulation de révélations de cas de pédophilie dans le milieu enseignant a amené le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Bayrou, à diffuser une circulaire très précise demandant aux responsables d'établissements de signaler immédiatement à la justice toute affaire, même en cas de simple présomption. Mathieu Huchet, Frédéric Delarue. Jackie Kaiser-Merz, un enseignant sérieux, apprécié, jamais sanctionné à en croire sa hiérarchie. Pourtant, d'après nos informations, dès 1976, des parents d'élèves auraient alerté l'éducation nationale de son comportement douteux. Une procédure interne sans que jamais la justice ne soit saisie. Pour mettre fin à cette loi du silence, une circulaire met l'accent sur l'obligation de vigilance. Le texte rappelle que le fait de ne pas alerter les autorités judiciaires constitue un délit pénal. En cas de maltraitance, l'école a donc l'obligation de saisir le procureur de la République. André Vidal sait combien la pédophilie est un sujet tabou. En 92, ce principal de collège apprend que l'un de ses collègues et amis a violé ses 2 enfants. Abasourdi, il se tourne vers sa hiérarchie, une hiérarchie réticente. Il devra porter plainte pour obtenir la condamnation du pédophile. Dès qu'un cas d'enseignant pédophile est révélé, la première attitude de l'Éducation nationale, ce n'est pas de signaler le fait au procureur de la République, comme le code pénal oblige chacun d'entre nous, c'est de proposer une mutation pour que les gens aillent violer ailleurs. On dit aux familles, voyez, on a proposé une mutation, il n'enseignera plus ici, vous ne le verrez plus, on a tout fait pour que vous soyez débarrassés de lui, donc je crois que là vous pouvez être tranquille, donc surtout taisez-vous et ne remuons pas plus ce qui est sale et ce qui sent mauvais. Pour les syndicats, un travail de prévention et de formation est effectivement indispensable, même s'il faut refuser la psychose. Nous demandons qu'il y ait un devoir de réserve important sur cette affaire-là, y compris de non-publicité, parce que ça touche à des jeunes enfants, et que ce devoir de réserve, tant que les faits ne sont pas avérés, jugés, puisse prévaloir, parce que rien n'est plus douloureux pour un enseignant aussi d'être accusé à tort. Comment éviter les dénonciations calomnieuses tout en préservant l'intégrité des enfants? C'est toute la difficulté. La multiplication des affaires indique que l'école change peu à peu d'attitude. À Agen, aujourd'hui, opération ruban blanc pour ne pas oublier la petite Marion, 9 ans, disparue il y a 6 mois en rentrant chez elle. Tous les Agenais étaient invités à arborer un ruban blanc. L'enquête proprement dite vient d'être reprise en main par la gendarmerie régionale. Aux assises de Rouen, les jurés ont écouté aujourd'hui les dépositions du couple Tocqueville, chez qui la petite Émilie est morte après avoir absorbé de la josacine empoisonnée. À l'époque, Madame Tocqueville était la maîtresse de l'accusé et son mari peut être la victime désignée. Dominique Verdeillan, Vincent Maillard. Non, je suis très mal, je suis très énervé. J'ai même peur de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout. Jean-Michel Tocqueville ou la haine du mari trompé. On a voulu m'assassiner, une fillette est morte à ma place. J'ai la haine, Monsieur le Président. Pendant plus de 5 heures d'audition, Jean-Michel Tocqueville dresse l'autoportrait d'un malade permanent, d'un homme persécuté par son rival, Jean-Marc de Perrois. Il a abusé de tout le monde, de ma femme, de sa femme. Je ne crois pas en son innocence, répète-t-il inlassablement à la barre. Ça colle trop, si vous voulez, le mobile. Vous avez entendu que je prends beaucoup de médicaments, je suis le seul de la maison à prendre des médicaments. On achète du cyanure après m'avoir demandé de quitter mon épouse. Je suis désolé, si l'imam avait pu me convaincre, il m'aurait soulagé. Je ne prendrai pas de Prozac demain. Mais demain, je reprendrai du Prozac parce que je pense que la petite est morte à ma place. Le malaise qu'il a eu la veille de la mort d'Émilie, c'est de Perrois qui l'a empoisonné. L'homme qui tournait autour de son véhicule, c'est encore de Perrois. Mais qui parle? Un simple témoin ou un mari trompé? C'est peut-être aussi le cri de quelqu'un qui règle peut-être quelque chose avec sa femme, puisque sa femme d'un côté a toujours soutenu mon mari et lui au début aussi, parce que ça je l'ai dit à la barre, il est de lui-même venu chez moi après l'incarcération de mon mari
Et il m'a dit, ton mari est innocent, c'est pas possible, c'est pas lui. Depuis 45 minutes, Sylvie Tocqueville est à la barre. En pleurs, elle parle d'Émilie. Dans le box, un homme ne la quitte pas des yeux, mais aujourd'hui, c'est avant tout le regard d'un accusé. 6 mois après l'agression et le viol d'une jeune femme policier dans le RER en région parisienne, tous les suspects arrêtés à l'époque ont été remis en liberté après vérification de leurs alibis. L'enquête repart donc à zéro. Christophe Tortora, Jacques Gérard. L'enquête sur l'agression dont dit avoir été victime Sandrine, une femme policière, est revenue au point de départ. Tous les suspects arrêtés dans cette affaire ont été remis en liberté. Sandrine, 28 ans, avait affirmé avoir été battue puis violée dans une rame du RER le 25 octobre dernier. Des portraits robots avaient permis l'arrestation de 4 hommes. Fin mars, 2 sont relâchés, ils ont un alibi. Il y a quelques jours, nouveau rebondissement. Jamel et Abel, pourtant formellement reconnus par la jeune femme, sont eux aussi remis en liberté. Le juge d'instruction a retenu le témoignage d'un employé de l'école militaire de Saint-Cyr, où Jamel effectue son service. Il affirme l'avoir vu à la caserne à l'heure du viol. Des témoignages très précis ont été recueillis qui excluent sa participation aux faits allégués. Et c'est dans ces conditions et au vu des éléments objectifs du dossier que le juge d'instruction a fait droit à cette demande de mise en liberté. Pourtant, le parquet d'Evry a décidé de faire appel. Le procureur Laurent Davenas souhaitait que le juge d'instruction attende les résultats d'une expertise psychiatrique de la femme policier. Le médecin doit rendre ses conclusions dans les prochains jours. On ne peut pas laisser s'accréditer l'idée qu'une jeune femme, fonctionnaire de police, aurait accusé à tort. Il faut vraiment qu'on aille jusqu'au bout de cette enquête qui, à l'heure actuelle, semble être fondée sur l'idée que peut-être il y aurait un mensonge. Maître Collard demande une reconstitution des chronométrages afin que toute la vérité soit faite sur cette affaire. Au procès des comptes de l'Olympique de Marseille, l'une des grandes figures du football français, Michel Hidalgo, était appelé à témoigner aujourd'hui. Thierry Curtet, Jean-Claude Elfassi. Ambiance tendue ce matin. Les inspecteurs Lati et Maillot sont à la barre. Ils racontent les tout débuts de l'enquête. Quand en 1990, ils entendaient Jean-Pierre Bernès dans leur bureau. Pour eux, l'homme était sur le point de craquer. Ils commençaient à évoquer des faits de corruption. Mais c'est à ce moment-là que leur chef de service intervient. Il leur ordonne de mettre fin à l'interrogatoire. Un peu plus tard, alors qu'ils souhaitent entendre Bernard Tapie, ils vont devoir se déplacer dans une suite de l'hôtel Sofitel. 1990, Bernard Tapie est à son zénith. Cet après-midi, c'est Michel Hidalgo qui vient répondre aux questions. Lui ne comprend pas ce qu'il fait là. Seul sportif au milieu des gestionnaires, on retrouve sa signature sur un contrat de prêt à un joueur. Contrat qui permettait au club d'échapper aux charges sociales et aux joueurs de ne pas payer d'impôts. On nous met sur le dos des sommes, des détournements d'argent qui sont allés aux joueurs et qui sont allés au club. Ou alors je ne comprends plus les mots français, détournement au préjudice du club. Pas du tout. Je n'ai rien détourné. Tout a été fait pour essayer d'arranger les joueurs et d'arranger le club. Des joueurs qui ne sont pas mis en examen, même pas cités comme témoins. Peut-être le juge d'instruction n'a-t-il pas voulu surcharger le dossier, pensera à haute voix le président du tribunal. Des joueurs qui sont pourtant les principaux bénéficiaires du système. On touche là les limites de l'enquête. À Nîmes, en appel, l'avocat général a réclamé la même peine contre l'ancien maire et industriel Jean Bousquet, 2 ans de prison dont 1 an ferme. M. Bousquet est entre autres accusé d'avoir utilisé du personnel municipal pour surveiller son domicile privé. Un trafic de carburant découvert dans l'Hérault à partir de la raffinerie mobile de Frontignan. 18 millions de francs au total ont été saisis sur différents comptes des protagonistes de l'affaire. Au départ, des chauffeurs qui trafiquaient sur le volume d'essence transporté, qu'ils revendaient à bas prix à des détaillants qui ensuite s'assuraient une marge confortable en le revendant au prix officiel. Ce trafic portait sur plus de 50 000 litres détournés chaque mois et pourrait intéresser d'autres dépôts dans d'autres départements français. 7 personnes sont pour l'instant arrêtées. Mouvement de grève des contrôleurs de la SNCF. Le trafic est sérieusement perturbé ce soir. L'arrêt de travail est prévu jusqu'à vendredi matin 8 h. C'est le trafic régional qui est particulièrement touché, notamment dans le sud-ouest et le sud-est, à Toulon. Reportage Alban Mikosi, Thibault de Barbérac. Je n'ai pas annoncé, c'est pour ça que j'étais inquiète. La scène ressemble à cette publicité pour la SNCF qu'on voit actuellement beaucoup à la télévision.
Assaillie de requêtes multiples, Patricia fait front avec courage. À Toulon, aujourd'hui, seul un train sur 4 circule en moyenne. Ils veulent être rassurés et informés sur les correspondances. Je pense qu'aujourd'hui, pour une situation perturbée, ça se passe beaucoup mieux que d'habitude. Sur les quais, ce n'est pas la panique, plutôt une sorte de résignation. On attend plus longtemps l'apparition d'un convoi sur lequel on se précipite selon l'adage, un bon train vaut mieux que 2 tu l'auras. Moi j'ai 172 trimestres, j'ai jamais fait grève. Et là ils n'arrêtent pas. Au même moment, dans leur local syndical, les contrôleurs SNCF du Var votaient à bulletin secret, mais sans beaucoup de suspense, pour la grève. 30 pour, 1 contre et une abstention. La revendication demandée par la CGT et ses représentants se situe entre 1600 et 1800 francs mensuels. À l'heure actuelle, la direction nous octroie entre 600 et 800 francs. Pour l'année 1997, nous avons fait le maximum, compte tenu des possibilités qui sont les nôtres et du souci d'équité que nous avons entre les différentes catégories de personnel de l'entreprise. Sans contrôleur, aucune circulation de train n'est possible. En attendant que le dialogue soit rétabli, les perturbations seront donc importantes. Violents orages de grêle et des trompes d'eau aujourd'hui dans les départements de l'Indre et du Cher, ici dans une cour d'une maison de Châteauroux. Il est tombé donc, vous le voyez, des grêlons énormes sur la ville de Châteauroux. Il a également, la ville de Vierzon a également souffert. La toiture d'un supermarché a été en partie détruite et les pompiers ont dû répondre à des centaines d'appels. Heureusement, il n'y a pas de victimes. On ne parle plus de la sécheresse car il pleut depuis une quinzaine de jours sur toute la France. Il n'en reste pas moins que le déficit pluviométrique au 1er mai a été officiellement estimé à 50% sur l'ensemble du territoire. Ce qui veut dire que si les cultures ont pu reprendre, eh bien, les nappes souterraines n'ont pas été réalimentées. L'agriculture, on le sait, est une très grosse consommatrice d'eau et pour économiser cette matière première avant qu'elle ne devienne trop rare, eh bien, les agriculteurs du Midi de la France se livrent à une expérience de goutte à goutte. Léo Lamberton, Françoise Mazou, reportage. En 1 heure, cette lance va disperser autant d'eau que ce qu'un couple français consommerait en 1 année. Assez pour vider à terme nos nappes phréatiques, trop en tout cas par rapport aux besoins réels des cultures. Conscients du problème, certains agriculteurs ont déclaré la guerre au gaspillage. Ainsi, pour irriguer ses fraises, cet exploitant du Gard a choisi le goutte à goutte au lieu de l'arrosage intensif. En termes d'économie d'eau, la différence est sensible. La différence est un petit peu comme entre un scooter et le Concorde. C'est-à-dire que l'arrosage intensif, ça serait d'inonder, si vous voulez, tous les fraisiers. Ça fragiliserait, si vous voulez, la plante. Tandis que le goutte à goutte, on va apporter vraiment ce que la plante a besoin et au moment où il faut. Plus résistantes, les fraises sont aussi plus sucrées car moins gorgées d'eau. Mais le goutte à goutte a un inconvénient, il coûte plus cher à installer qu'une irrigation classique. Moi je paye l'eau et donc on s'est rendu compte qu'on consommait, si vous voulez, nos factures d'eau étaient réduites de 50%, quoi. Rien que par la gestion et la maîtrise de l'irrigation. Donc pour vous, vous y retrouvez financièrement? Ah, bien sûr. Si le goutte à goutte peut s'adapter à pratiquement toutes les cultures, sur certains sols, l'arrosage classique reste indispensable. C'est le cas dans les vergers de Cyril Larousière. Mais incorrigible, il a là encore trouvé un moyen d'économiser l'eau grâce à des sondes. Il va nous indiquer à quel moment et quelle dose il nous faut arroser. Et là, ça donne quoi? Mais là, ça nous indique qu'il ne faut pas arroser parce qu'il y a assez d'eau dans le sol. Cyril Larousière fait figure de pionnier, mais il sait que demain, de nombreux agriculteurs suivront ses traces, car l'agriculture raisonnée est devenue aujourd'hui une nécessité. Les producteurs de lait en colère face à la baisse du prix d'achat de leur production. À Vesoul, un commando de producteurs en colère donc a brûlé du foin et des pneus devant une grande surface ce matin très tôt, avant de s'emparer des caddies et de les déposer, vous allez le voir, devant les grilles de la préfecture. Élection législative. Avant de partir pour la Chine, le président de la République, à l'issue du Conseil des ministres de ce matin, a demandé aux membres de son gouvernement de ne plus s'engager dans des polémiques avec l'opposition et de développer au contraire les thèmes de fond de la campagne qui, selon lui, intéressent les Français. Tous les ministres sont en effet en campagne, mais l'un d'entre eux, fonction oblige, a plus de mal que d'autres à rester sur le terrain. Il s'agit du ministre des Affaires étrangères, Hervé de Charette, candidat dans le département de la Mayenne. Olivier Caroff, Nathalie Gallet. Jacques Chirac avait prévenu, législative ou pas, le gouvernement doit travailler. Consigne appliquée avec zèle par Hervé de Charette, ministre des Affaires étrangères le matin,
candidat l'après-midi. Sa campagne électorale a nécessité la location d'un jet privé pour rejoindre dès que possible les habitants du Maine-et-Loire. Quelques femmes. Monsieur le ministre, je suis content qu'à l'occasion de votre campagne électorale, vous ayez spontanément souhaité rencontrer les agriculteurs. Dans cette circonscription rurale, 8 autres candidats se présentent. Pour gagner des voix, Hervé de Charette pense avoir un argument massu, sa relation privilégiée avec le chef de l'État. Je veux rentrer à Paris à la fin de la campagne électorale, quel que soit le résultat, et dire au président de la République, Jacques, voilà ce que disent les gens que j'ai rencontrés dans cette campagne électorale. J'ai l'impression d'entendre qu'il est en campagne. Voilà. Et même dans les villes, quoi, on ne les voit pas souvent, sauf en période électorale, malheureusement. Mais être ministre ne pose pas que des problèmes d'emploi du temps. Il faut aussi défendre le bilan du gouvernement auquel on appartient, exercice délicat qui impose parfois d'abandonner le langage diplomatique. Alors si vous me dites, finalement les impôts n'ont pas baissé, ils ont plutôt augmenté, la réponse est oui. Les cotisations n'ont pas baissé, elles ont plutôt augmenté, elles ont été changées, on a mis un peu plus, je sais pas quoi, de CSG, de RTS, enfin oui. Oui, c'est un peu plus cher. Quelques réunions électorales plus tard, le candidat redevient ministre des Affaires étrangères. À Strasbourg, rencontre avec son homologue russe. Mais la campagne, difficile de l'oublier. J'étais hier avec mes agriculteurs et je suis ce soir pour soutenir un de mes amis. Les voilà, mesdames et messieurs, monsieur le ministre. Hervé de Charette a une troisième casquette, chef du PPDF, très proche de Valéry Giscard d'Estaing. En 1995, il avait soutenu Jacques Chirac sans aucune ambiguïté. À votre avis, vous avez cité combien de fois le nom de Jacques Chirac en 2 jours? Je ne les ai pas comptés, mais bon, probablement... On va dire une vingtaine. Oui, j'allais dire... À votre avis, vous avez cité combien de fois le nom du Premier ministre en 2 jours? J'ai dû le citer un certain nombre de fois. Vous les avez comptés? Une fois. Très bien. Hervé de Charette qui trouve Alain Juppé très courageux et efficace. Parole de chef de la diplomatie. Le Premier ministre Alain Juppé, justement, était ce soir à Lille pour un discours sur l'emploi, au cours duquel il a violemment accusé les socialistes d'avoir fabriqué le chômage. Roland Sicard, Patrick Bois. Les journées d'Alain Juppé sont de plus en plus chargées. Premier ministre le matin, chef de campagne l'après-midi, patron de la majorité toute la journée, il sillonne la France avec les figures imposées de tout marathon électoral. Attendez, on va boire un pot quand même, monsieur le maire, trinquez avec moi. Alain Juppé qui a décidé d'aborder un thème par journée. Hier l'Europe, demain la cohésion sociale, aujourd'hui l'emploi. L'emploi toujours au cœur de l'affrontement électoral avec les socialistes. Les 2 législatures socialistes, celle de 81-86 et celle de 88-93, nous ont amené chaque fois 700 000 chômeurs de plus. 2 fois 700 000. Alors que les 2 années 86-88, 3 années, pardon, ont vu le chômage baisser, nous étions au pouvoir. Et que depuis 1993, nous assistons à une stabilisation du chômage. Vous voyez que tout ne vaut pas tout et qu'il y a des différences. En tout cas, au moment où dans la majorité, beaucoup parlent d'un éventuel changement de Premier ministre appelé les législatives, Alain Juppé rappelle que c'est lui le patron de la campagne. Et si les élections sont gagnées, il faudra encore compter avec lui. Alain Juppé n'a pas dit son dernier mot. Ce soir, en compagnie d'Ariel Chabot, je reçois Jack Lang. Monsieur Lang, bonsoir. Bonsoir. Alors, il apparaît que depuis la fin de la semaine dernière, les sondages pour la gauche, l'opposition, sont légèrement à la baisse. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans votre campagne ? Les sondages vont et viennent. Et je pense qu'il faut les observer avec le sens de la relativité. Vous citez certains sondages aujourd'hui même. Mais si vous aviez une petite critique à vous faire. Non, écoutez, aujourd'hui même, je vous réponds. Il y en a une. Aujourd'hui même, lorsqu'on interrogeait les Français sur la question de savoir quel est le programme économique le plus solide et le plus sérieux, c'est le programme du Parti socialiste qui était cité en tête. Et dans un sondage relatif aux différents leaders politiques, les leaders de la gauche connaissent une vraie remontée. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est ce que je ressens moi-même. Je sillonne différents départements, le mien, d'autres départements, et sur le terrain, on sent que progressivement nos concitoyens prennent conscience de l'enjeu du scrutin. Et ce que je ressens en particulier, c'est d'abord un sentiment de colère contenue vis-à-vis de l'actuel gouvernement. Beaucoup de nos compatriotes, de toutes catégories, des médecins aux ouvriers, des étudiants aux retraités, ont le sentiment qu'ils ont été, si j'ose dire, roulés dans la farine.
Des promesses leur ont été faites, en particulier voici 2 ans. Pour ne prendre qu'un seul exemple, on leur avait dit il y a 2 ans, l'impôt tue l'impôt. On avait annoncé déjà à ce moment-là une baisse des impôts. Résultat, ils vont grimper, et M. Juppé, là, qui parlait à l'instant avec sa superbe habituelle, peut être sacré si le Festival de Cannes distribuait des récompenses ou donnait des sanctions, pourrait être sacré palme d'or de la surimposition, de la surtaxation, parce qu'il a réalisé l'exploit d'atteindre le chiffre le plus élevé des prélèvements obligatoires depuis une vingtaine d'années. Alors, ce que nos compatriotes disent, c'est qui a menti, mentira. Comment croire les promesses? Nous avons été grugés une fois, pas deux. Et la volonté, vous m'interrogez sur le climat, je vous dis, la volonté apparaît de plus en plus de sanctionner les sortants. Et puis, il y a un autre élément que je sens personnellement. Je vais vous poser une question quand même, excusez-moi. Sur les promesses, vous ne croyez pas quand même, quand vous dites, vous accusez le gouvernement de ne pas avoir tenu les promesses de campagne de Jacques Chirac, mais vous ne croyez pas qu'en matière de promesses, les Français se disent, alors, ok, là, à nouveau, on entend du côté des socialistes, alors vous savez, par exemple, les 700 000 emplois créés. Alors, est-ce qu'ils ne se disent pas, est-ce qu'ils vont tenir aussi les socialistes? Est-ce qu'il n'y a pas un doute sur la crédibilité aussi de votre programme quand même? Naturellement, le doute est instillé par les actuels dirigeants et en même temps, les engagements que nous prenons sont des engagements raisonnables, sérieux. Nous voulons remettre le pays en marche, créer une nouvelle dynamique en relançant l'investissement privé, l'investissement public et en effet, en sortant de la difficulté un grand nombre de jeunes qui aujourd'hui sont sans espoir. Mais ce que je voudrais dire aussi pour revenir au climat sur le terrain, c'est que nos compatriotes n'ont pas seulement un sentiment de colère qui se trouvera dans les urnes à travers une sanction contre le gouvernement sortant, ils ont aussi un sentiment de peur de l'éventuelle reconduction des actuels dirigeants. Ils se disent, si M. Juppé ou ce gouvernement est remis en selle, ça veut dire les pleins pouvoirs pour 5 ans. Et donc c'est un point important. Non, et les actuels dirigeants se croiront alors tout permis. Ils feront, je veux le dire, ils feront ce qu'ils n'ont jamais osé faire complètement depuis 2 ans. Privatisation à tout va, démolition des services publics, précarisation, ils seront, il faut le savoir, alors, les maîtres absolus de tout jusqu'en 2002. Et je crois que les Français n'ont guère envie d'en reprendre plein les gencives. On verra ça le 25 mai. En attendant, vos adversaires vous accusent d'une certaine forme d'archaïsme. Et ce qu'ils visent notamment, là, c'est votre alliance avec le Parti communiste. Alors que se passe-t-il avec le Parti communiste? Est-ce que c'est un allié positif pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui vous empêche de ressembler au nouveau parti travailliste anglais, par exemple, si les communistes n'étaient pas avec vous? Écoutez, on ressort de vieilles histoires, des vieilleries. Les temps ont changé, le mur de Berlin est tombé, les temps se sont modifiés. Quand je lis, j'entends que M. Juppé, qui ne craint pas les outrances, nous annonce je ne sais quelle composition du gouvernement qui fait obstacle à l'Europe. C'est assez cocasse. Voilà que M. Juppé, volontiers autoritaire, on le sait, se met à composer le futur gouvernement de la gauche. Je dirais que si un Premier ministre de la gauche, et parlons justement de l'Europe, ce serait un atout pour la France en Europe, puisque 2 tiers des gouvernements européens sont sociaux-démocrates. Ce serait par conséquent un nouveau souffle dans la ligne de Jacques Delors, qui par ailleurs fait partie de notre équipe de France pour gagner dans 15 jours. Voilà ce que je souhaite dire sur ce plan. Et alors, sur le fond des divergences avec les communistes, vous dites, s'il y a une majorité de gauche, ce sera sur notre ligne, sur nos idées, ou bien, comme dit Robert Rue, il faudra discuter parce que nous, on compte. Écoutez, nous avons maintenant fixé la ligne, une orientation. Le Parti socialiste représente en gros 29 à 30% des voix. Nous sommes la majorité dans la majorité future, et il est normal, notamment pour la politique étrangère, que nous fassions passer avant toute chose les intérêts de la France, et en l'occurrence les intérêts de la France dans l'Europe. Alors, revenons un peu à la politique et à l'économie et à l'emploi. Alain Juppé se propose de continuer sa série de baisses des impôts, dont vous disiez tout à l'heure qu'il les avait augmentés dans un premier temps, mais là il continue la baisse. Est-ce que vous, j'ai entendu ça ce matin chez les socialistes, est-ce que vous, par exemple, pour créer des emplois, vous seriez prêt à arrêter les baisses d'impôts prévues? Mais nous l'avons dit, lisez nos textes, il n'est pas question d'augmenter d'1 centime les impositions ou d'augmenter d'1 centime les dépenses publiques. Mais puisqu'on parle de notre programme, j'observe qu'on s'y intéresse beaucoup. D'ailleurs, on parle de notre programme et très étrangement, on ne parle pas du programme du gouvernement sortant, et pour cause.
il est vide. C'est une chose assez étrange qu'un homme comme M. Juppé, qui est un homme intelligent, on ne peut pas lui contester cette vertu, ait fabriqué en bout de table, comme ça, sur le coin d'une table, un programme dont il ne parle jamais, parce qu'il n'est pas montrable. Mais la vérité, elle est que derrière ce programme vide, il y a un vrai projet qui, lui, est inavoué, qui n'est pas montrable. Il s'agit, je crois, pour le gouvernement sortant, s'il était reconduit et remis en selle, de pratiquer en France une politique à la Thatcher, disons, une politique ultra-capitaliste, en particulier ce qu'il appelle le moins d'État, moins d'infirmières pour la santé, moins de policiers pour la sécurité, moins de professeurs pour nos enfants et pour l'école, moins de magistrats pour la justice. Il s'agirait aussi, dans une politique de ce genre, d'ouvrir le feu vert aux charrettes de licenciement, de faciliter. On l'a découvert aujourd'hui, la réduction des salaires, puisque M. Monory, qui est le deuxième personnage de l'État, président du Sénat, nous annonce qu'il veut remettre en cause le SMIC. Eh bien, nous sommes contre cette démission de l'État. Nous voulons au contraire un État qui aille de l'avant, un État qui donne l'impulsion, en particulier de la modernisation, et qui assure dans ce pays... Non, absolument pas du tout. Nous n'avons jamais prévu cela. Simplement, nous voulons engager ce pays sur la voie de l'an 2000 et recréer une volonté d'action et de modernisation. Quand on vous entend, Jack Lang, là, vous n'êtes pas dans la caricature un peu en dénonçant le programme socialiste, programme de la majorité, pardon, vous n'êtes pas un peu dans la caricature, vous n'en faites pas un peu trop, et vous n'entendez pas le président de la République qui dit parlons du fond, pas de polémique, non, n'en rajoutons pas. Je note, excusez-moi au passage, que le président de la République s'est exprimé, je crois, ce matin, en disant à ses ministres, pas de polémique. Le premier à ne pas obéir, c'est le Premier ministre, puisqu'il vient à nouveau de cogner contre les socialistes, ce qui est une manière de reconnaître que les chances de victoire de notre mouvement et de la gauche tout entière ne sont pas minces. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, pour revenir aux choses simples, notre souci, quel est-il ? En remettant la France en marche, en remettant la France sur les rails de la croissance, c'est de proposer à nos concitoyens, jeunes ou moins jeunes, un emploi, un toit, un avenir. Et l'ensemble des propositions que nous faisons vont dans ce sens. En vous écoutant, dernière question, M. Lang, est-ce que ce n'est pas terrible un pays où chaque fois qu'on propose l'alternance à un autre pouvoir, on ne trouve rien de bon à justifier dans le programme qui a été appliqué avant ? Écoutez, ça c'est la démocratie, c'est le débat. Il y a en effet, on ne peut pas dire à la fois gauche et droite c'est du pareil au même, ce qu'on entend parfois, et puis reprocher que le débat prenne un tour vif. Je crois qu'il est très important que nos concitoyens prennent conscience. Et je m'adresse à travers vous à ceux qui hésitent ou à ceux qui sont indifférents, et je leur dis, mettez-vous en marche. Ne laissez pas le 25 mai les autres décider à votre place. Le vote du 25 mai est un acte grave. Et si le gouvernement actuel est remis en selle, je le pense vraiment, et je le dis en pesant mes mots, ce sera trop tard. Et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Je pense que notre pays, au contraire, doit retrouver la confiance en lui-même. La confiance... La confiance, tout le monde le dit. Hein, je veux dire, dans le discours de la majorité, les Français doivent retrouver la confiance. Qui la donne ? En effet, elle ne se décrète pas. Elle ne se décrète pas, elle ne se proclame pas, elle se mérite. Et pour mériter la confiance, il faut que les dirigeants de demain, premièrement, respectent la parole donnée. Deuxièmement, respectent l'argent public. Et troisièmement, respectent nos concitoyens par un vrai dialogue, notamment sur le plan social. Et c'est à cette condition que nous recréerons une dynamique d'espoir. Personnellement, j'y crois, je m'engage de toutes mes forces dans ce beau combat que j'espère nous gagnerons. Merci, M. Lang. Le président de la République, justement, malgré la campagne électorale, n'a pas renoncé à son voyage en Chine. Il faut dire que sur le plan politique et économique, ce déplacement est d'importance. Il y a en effet 14 ans qu'un chef d'État français ne s'est pas rendu dans ce pays en plein développement économique. Un marché d'1,5 milliard d'habitants. La France occupe la 11e place parmi les fournisseurs de la Chine. La Chine n'est pas un marché facile, il faut cibler. Et on y vend parfois, vous allez le voir, des produits inattendus. Exemple, le Vidal, la Bible des médecins. Isabelle Bechler, Tristan Lebras, reportage. À l'Institut national chinois de contrôle pharmaceutique, on analyse chaque molécule, chaque composant de médicaments importés ou fabriqués en Chine. But de l'opération, rationaliser et moraliser ce marché fabuleux qui augmente de 16% chaque année, plus vite encore que le niveau de vie des Chinois. L'initiative française d'éditer une version locale du dictionnaire Vidal des médicaments est tombée à pic et elle a trouvé chez les officiels de la santé des alliés précieux. Il manquait un outil de travail aussi complet aux médecins chinois.
Les 18 rubriques du Vidal expliquent en détail les indications, le mode d'action des médicaments et leurs interactions. L'approche est systématique et rigoureuse. C'est Catherine Tourné qui a réussi le tour de force d'adapter le concept du Vidal, d'y associer l'administration chinoise et 53 laboratoires pour répertorier 537 médicaments dans la première édition. Pour parvenir à ce résultat, en un an à peine, ces 12 ans de vie dans le pays lui ont largement servi à éviter les écueils et surtout à choisir le meilleur partenaire, car c'est ce qui est déterminant pour faire des affaires en Chine. C'est quelque chose, ça a été des nuits de relecture, de contact avec nos partenaires, enfin beaucoup de travail, mais ça fait vraiment plaisir. La première année, ce sera distribué gratuitement à 50 000 médecins. Disons que nous visons les 3500 hôpitaux les plus importants en Chine en termes de consultation, pour petit à petit arriver aux 1 million et plus de médecins qui existent en Chine. On est encore loin, on a du travail à faire. Le dictionnaire des médicaments à la française trouvera-t-il toute sa place sur les bureaux des praticiens chinois? C'est encore une inconnue. Car le prestige du médecin ici est lié à l'idée que le patient se fait de son savoir, comme en France au début du siècle à l'apparition du Vidal. Les médecins chinois auront peut-être peur de perdre la face s'ils consultent cet ouvrage face à leurs patients. Il faudra expliquer aux malades que c'est dans leur intérêt et que les médecins ne peuvent pas tout savoir. En faisant mieux connaître les médicaments de marque, le dictionnaire français pourrait même contribuer à la lutte contre les copies et autres contrefaçons, une des plaies du marché chinois du médicament. Au Zaïre maintenant, la tergiversation dure encore. En effet, la rencontre Kabila-Mobutu a été reportée à demain, jeudi. Pendant ce temps, Kinshasa vit au ralenti en espérant que la passation de pouvoir restera pacifique. Sur place, Éric Monnier, Christian Leroux. Lorsque le cortège présidentiel est passé, sous haute protection, il n'y eut pas un mot, aucune acclamation. Ce deuxième départ de Mobutu à Pointe-Noire, beaucoup le souhaitaient sans retour. Kinshasa a connu une journée ville morte. Bureaux et boutiques fermés, les habitants étaient appelés à rester chez eux. Peu d'automobilistes se hasardaient à enfreindre la consigne. Ce n'est qu'à partir de 15 h que les Kinois sont descendus massivement dans la rue. Dans une ville où on vit le plus souvent au jour le jour, il faut bien trouver de quoi manger et le couvre-feu commence à 20 h. Étonnamment, les responsables militaires avaient voulu la présence des soldats discrets. Ils savent que les militaires qui sont largués commettent beaucoup d'exactions sur la population. Et aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de cela. Ça salirait encore ce qui reste, le peu qu'il reste de leur image. Jean-Marie Vianney Kaboukani est l'un des responsables de la jeunesse de l'UDPS, le parti d'Étienne Tshisekedi, et à ce titre, le chef d'orchestre de cette journée de grève générale. Il n'y a pas eu de coup de feu, pas d'exaction, rien du tout. Protégé par des militants, la maison de Tshisekedi justement, celui qui a longtemps incarné la lutte contre Mobutu, reste muet. Au fil des succès de Laurent Désiré Kabila, sa popularité est pourtant désormais contestée. L'attrait tshisékédiste Kinshasa est prêt à s'offrir aux vainqueurs de Mobutu. Nous avons réussi l'éveil de notre peuple. Et quoi qu'il en soit, tout pouvoir qui viendra doit se référer au peuple. Donc nous avons fait le plus grand chemin, nous avons fait le grand chemin. La contribution de Kabila à cette lutte est aussi importante, nous le reconnaissons, mais l'éveil du peuple est plus important encore que la lutte armée. Et ça, c'est votre... C'est notre œuvre. Sans fausse modestie. Cette journée était un test pour l'opposition, un test réussi. Mais personne ne doute de la victoire de Laurent Désiré Kabila, même si la rencontre avec Mobutu a été repoussée. Et personne ne connaît l'attitude qu'adoptera le vainqueur vis-à-vis de l'opposition. Respectant la tradition, la reine d'Angleterre est venue lire aujourd'hui en personne au Parlement le discours-programme du nouveau Premier ministre britannique travailliste Tony Blair, à savoir un gros effort en matière d'éducation, notamment grâce à un prélèvement sur les bénéfices énormes de la loterie nationale anglaise, un projet d'autonomie également de l'Écosse et du Pays de Galles soumis à référendum, et une politique européenne moins friseuse, dit-il, que celle de John Major. Les banques suisses ont bien du mal à se sortir du scandale provoqué par la révélation des liens économiques très particuliers et très serrés qui les liaient au régime hitlérien pendant la dernière guerre mondiale. On sait déjà que les relations industrielles et économiques entre les deux pays ont fonctionné jusqu'en 1944.
On apprend aujourd'hui que des banquiers suisses ont continué à traiter avec les SS, notamment pratiquement jusqu'à la reddition de l'Allemagne en mai 1945, et que les SS possédaient en Suisse de très nombreux comptes numérotés, notamment et principalement dans une banque de Zurich, alimentée par les biens volés aux Juifs. Olivier Lerner, Jérôme Catala. SCHW, c'est le classeur suisse. Dans son petit bureau à Berlin, Monika Tatskoff a en sa possession des documents très compromettants pour le Crédit Suisse, l'une des 3 grosses banques du pays. Le Schweizerliche Kreditanstalt, le nom de la banque apparaît clairement ici, avec ce numéro, le 54 941, un compte secret, numéroté, attribué au SS qui plaçait en toute sécurité au Crédit Suisse l'or et l'argent volé aux déportés. Les revenus des SS provenaient de l'ensemble de leurs activités et surtout de la vente de ce qui restait des déportés, comme les dents en or, les lunettes, les vêtements, les chaussures, les cheveux, etc. Au Crédit Suisse, on s'attend au pire. Une cinquantaine de spécialistes, des historiens, des chercheurs, ont été embauchés pour éplucher les archives de la banque. Il n'est plus possible de cacher plus longtemps la vérité. Nous devons nous attendre à avoir des révélations désagréables, pénibles. S'il y a 1 centime dans nos coffres, dans nos comptes qui ne nous appartiennent pas, mais qui appartiennent par exemple aux victimes de l'Holocauste, il sera restitué, il n'y a aucun doute à ce sujet. Himmler, l'un des bras droits d'Hitler, avait la haute main sur ces opérations financières réservées aux SS. À ce jour, 334 comptes secrets numérotés en Suisse ont été dénichés par les organisations juives, forçant ainsi le Crédit Suisse à rompre le silence. Le Crédit Suisse, comme les autres banques du pays, a encore beaucoup de mal à accepter l'idée d'avoir été le complice financier de la solution finale. Le départ est pour demain. La navette américaine Atlantis doit emmener dans l'espace une équipe composée notamment d'un astronaute français, Jean-François Clairvoy, qui vient de terminer son entraînement au centre spatial de Houston. Reportage Jean-Claude Alanic, Jean-Louis Normandin. Dernière marche vers le grand saut dans l'espace. Le nez pointé vers le ciel, la navette d'entraînement. L'équipage d'Atlantis répète les dernières minutes du compte à rebours. Pas vraiment une découverte pour Jean-François Clairvoy. Il y a 3 ans, il a déjà volé avec les Américains. Chaque instant est émouvant, parce que c'est un instant unique qui n'arrive que très peu de fois dans une vie. Mais l'arrêt des moteurs, la première vie de la Terre sont aussi des moments très très intenses. Pour l'instant, la situation est surtout inconfortable. Installés sur le dos, les astronautes ne peuvent pas bouger. Ils devront patienter ainsi 2 heures, peut-être 4, avant le décompte final. Mais on ne part pas à tous les coups. C'est tout bad. On n'est pas parti, il y a une panne, on a dû évacuer. C'est un très bon exercice. En cas de problème, le feu sur le pas de tir ou la navette qui a un problème, qui est instable et qui requiert qu'on évacue rapidement la plateforme. Ultime réglage des combinaisons de vol pour les 2 Européens de la mission. Pour la Russe Elena Kondakova, ce sera un premier voyage dans une navette américaine. Ce n'est pas pour autant une novice. Elle a déjà passé plus de 8 mois dans la station Mir. C'est très bien pour nous d'avoir à bord une personne qui connaît bien la station Mir, qui peut nous parler de tous les détails, tout ce qu'il faut savoir, tout ce qui est intéressant à regarder. On aura une visite guidée de luxe dans la station. L'objectif d'Atlantis, c'est bien Mir. Les Américains y récupéreront un de leurs astronautes et ils livreront aux Russes des outils pour l'assemblage de la future station internationale Alpha. Le festival de Cannes maintenant, la fièvre est montée sur la croisette cet après-midi. Kim Basinger était là. La star américaine est en compétition officielle. Vous la voyez là partir vers le palais des festivals. La voici, à bord des voitures d'époque. En effet, elle est l'héroïne du film Los Angeles Confidential, tiré d'un roman d'un des plus célèbres auteurs de romans noirs américains, James Ellroy. Pascal Deschamps, Jean-Louis Molin. L'équipe de Los Angeles Confidential prie les journalistes de ne pas en dévoiler la fin.
C'est le film policier de la sélection. Et soyez rassurés, nous ne vous donnerons pas le dénouement. C'est le casting hollywoodien par excellence. Kim Basinger, Danny DeVito, Kevin Spacey. Mais c'est surtout la première adaptation au cinéma d'un livre de James Ellroy, le plus grand auteur de romans noirs, très noirs, encore vivant, réputé inadaptable. Comme dans tous ses livres, il nous entraîne derrière les apparences, chez les flics de Los Angeles. Corruption, violence, ce Los Angeles confidentiel n'est guère reluisant. Mes flics à moi sont des hommes qui ont tous terriblement peur du désordre. Dans leur travail, ils sont obsédés par cette peur du chaos. Tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est d'imposer leur ordre aux autres par la force. Mais on sait que ça ne peut pas marcher. There's blood on your shirt. Is that an integral part of your job? Yeah, Do you enjoy it? when they deserve it. Did they deserve it today? I'm not sure. But you did it anyway. Yeah. Just like the half-dozen guys you screwed today. Dans le rôle de l'unique femme du roman, Kim Basinger, un rôle passionnant de femme forte, comme on ne lui en avait pas proposé depuis longtemps. C'est un écrivain fascinant et je considère ce rôle comme un véritable cadeau. C'est le genre de personnage et de texte qu'on vous offre dans les petites productions indépendantes. Le simple fait de dire ces dialogues était un véritable plaisir car il écrit si bien. On ne demande presque plus aux acteurs de parler de nos jours. Une adaptation très réussie, applaudie à toutes les projections du matin et qui pourrait bien glaner quelque chose dimanche, jour du palmarès. Les rockers se portent bien. À 50 ans passés, les Who sont de retour sur scène en France. Ils sont au Zénith à Paris. Ce soir encore, Louis Carzou, Joseph Bachtig. Quand on voit comment Pete Townshend joue de la guitare à 53 ans et des poussières, pas de doute, pour passer la cinquantaine en beauté, laisser tomber les liposomes et autres plantes vertes, il n'y a rien de tel que du rock'n'roll. « 24 ans après la création de leur opéra rock, Quadrophenia, les Who affichent une forme digne d'un boys band pour leur retour tout en décibels à Paris. De quoi enchanter leur public ému comme à la rencontre d'un amour de jeunesse. Ils ont vieilli, on leur pardonnera d'avoir vieilli et comme ils nous pardonneront d'avoir vieilli, j'espère. Le creux-creux que vous avez là, c'est un truc que j'ai acheté en 78. Je l'ai amené pour rigoler ce soir. C'est un vieux t-shirt, mais je l'ai gardé parce que je voulais pas le virer. Voilà, il y avait Kiss Moon, Daltrey, Townshend et tout seul. Voilà. Et vous pouvez pas vous endormir sans ça? Non, non, quand même, ma femme, elle serait pas d'accord. Quand on a décidé il y a un an de remonter sur scène avec Quadrophenia, c'était pour un concert de charité. Et moi, j'étais contre l'idée d'une tournée. Pete Townshend voulait essayer et même tout changer. Alors on a vraiment travaillé pour construire un vrai spectacle devant un public. Et chaque soir, c'est différent. En 2 heures de concert, les Who donnent une belle démonstration, y compris à leur propre maison de disques, plutôt absente de la cérémonie. Bref, le rock'n'roll après 50 ans, ce n'est pas que pour faire rire les petits-enfants. La télévision entre déjà au musée. Et oui, une exposition a lieu en ce moment aux Invalides à Paris, retraçant la période des pionniers de 1935 à 1975, l'éclatement de l'ORTF, avec pour guide la plus célèbre speakerine de l'époque, Jacqueline Joubert. Daniel Wolfram, Claude Sicard. Cette pendule apparue à l'écran pour la première fois en 1959. Tous les téléspectateurs de l'époque s'en souviennent, comme de ce générique. Ah, l'Eurovision, ça c'est l'Eurovision. Ah oui, j'ai présenté le premier concours de l'Eurovision, d'ailleurs j'en ai présenté plusieurs. 2 émissions en direct vous attendent maintenant. Autre figure symbolique, Jacqueline Joubert, la speakerine, la présentatrice vedette des années 50 à une époque où la télévision était encore artisanale. Mais c'est lourd. Quand je voyais ce micro
Et le monstre qui était la caméra, enfin je dis la caméra, la mienne d'alors, j'étais déjà morte de peur. Léo Ferré, vous savez, à notre rendez-vous, de grandes vedettes sont passées. Décor d'émissions cultes, costumes, accessoires, l'exposition ne cache rien de la télé d'hier. Ici, reconstitué le modeste plateau du seul journal télévisé de l'époque. C'est un peu rudimentaire, vous trouvez pas? Oh, rudimentaire, c'est un euphémisme. Où les caméras tombaient en panne, où ça venait des metteurs, mais il y avait toujours, quelquefois c'était la panne de son, d'autres fois c'était la panne d'image, quelquefois c'était la panne totale. Alors là, on ne pouvait plus rien dire. Mais il paraît que je savais bien les faire patienter. Chaque étape de l'histoire de la télévision est illustrée par des extraits de programmes. 1965, une date charnière. Plus de 50% des ménages sont équipés de télé. 1965, c'est aussi l'année de naissance d'un des plus célèbres feuilletons français. Ça vous rappelle quoi, tout ça? Toute cette période de la télévision? Pour nous, des très bons souvenirs. Très honnêtement, de très bons souvenirs. Vous trouvez que la télévision était meilleure qu'aujourd'hui, à l'époque? Oui. Très honnêtement, oui. Plus abordable, plus humaine. Désormais, rien n'arrêtera plus l'essor de la télévision, devenue, en moins de 2 générations, une véritable industrie. Voilà, et avant d'entrer peut-être un jour au musée, si je le mérite, j'espère bien vous retrouver d'ici demain soir 20h. Je vous souhaite une excellente soirée, bonsoir, à demain.